Les bébés débarquent dans un monde totalement inconnu, où personne ne parle sa langue, et donc ils ont énormément besoin d'être rassurés. Parce que sur le ventre, ils dorment mieux. Ah oui, Parfois, hein. ils ne se réveillent pas. Un bébé qui dort trop, c'est pas normal. Et on le voit maintenant, les bébés doivent limite s'endormir tout seuls, savoir s'apaiser tout seuls. Et en fait, pas du tout, quoi. Il faut toujours écouter les parents. Vraiment. Oui. C'est vrai, hein. C'est, oui, oui. Il y a des L'instinct parents qui doivent se maternel. battre pour être entendus. Hein. Ils le ressentent. Hein. Oui. Bienvenue dans Let's Go for Health. Le podcast de la Maison Médicale sur l'Est. Prêt à transformer votre vie? Branchez-vous dès maintenant et découvrez les clés d'une santé éclatante. Donc, bienvenue dans notre nouveau podcast. Aujourd'hui, on reçoit Amélie de Godine. Elle est sage-femme à domicile et elle va nous parler du rôle de la sage-femme pendant la grossesse, après la grossesse. Bonjour Amélie. Bonjour. Salut. En fait, on trouve qu'on est souvent très informé avant la grossesse, pendant la grossesse et au moment de l'accouchement, mais après, il y a beaucoup de mamans qui parfois se sentent lâchées dans la nature, qui n'ont pas tellement d'informations pour elles, bien qu'elles ont beaucoup d'informations pour leurs enfants. Donc c'est pour ça qu'on t'invite aujourd'hui. Comment ça va? Tout à fait. Ça va. Tout à fait. Et moi, je me suis justement surtout spécialisée dans le suivi postpartum. Parce que je trouve qu'on fait énormément sur la préparation à la naissance, alors que c'est quelque chose d'hyper naturel et assez spontané en fait. Alors que le suivi postpartum, en fait, on n'en parle pas beaucoup et qu'on se dit qu'une fois que le bébé est dehors, la grossesse est terminée et en fait, pas du tout. Et en fait, là, maintenant, tu travailles qu'à domicile, c'est ça? Oui, je fais que du domicile. Donc avant de parler du postpartum vraiment, je vais juste te demander une question un peu pendant la grossesse. Vraiment les recommandations en termes hygiène, alimentation que tu peux donner à une femme enceinte. Mais donc, il y a commun à toutes les femmes, il y a le risque avec la listériose. Et donc, ça, c'est tout ce qui est lait cru, viande crue, poisson cru, les œufs crus. Et après, ça dépend si les patientes sont immunisées pour la toxoplasmose et le CMV. Donc, la toxoplasmose, c'est tous les aliments qui risquent d'être souillés par de la terre. Donc, les fruits et les légumes. Donc, il faut vraiment très bien les laver et bien se laver les mains. Si on a un chat, ne surtout pas se débarrasser du chat, mais vraiment bien se laver les mains si on doit se changer ou mettre des gants, si on doit changer la litière du chat, faire attention de ne pas se faire griffer, etc. Et le CMV, ça par contre, c'est toutes les sécrétions corporelles des enfants, surtout en dessous de 3 ans. Et donc ça, c'est quand on mouche le nez de l'enfant, quand on le change, les larmes, les selles et urines. Et donc là, il faut faire très attention, bien se laver les mains à chaque fois. Et c'est pareil pour le ou la partenaire, parce que c'est transmissible sexuellement, le CMV. Donc il doit faire aussi très attention. Et du coup, après la grossesse, toi, quel est ton rôle comme sage-femme avec la maman, le bébé, l'entourage? Explique-nous un peu ce que tu fais. Mais donc ici, depuis quelques années, il y a les retours précoces à domicile. Donc les patientes sortent de plus en plus tôt de la maternité. Et donc, en fonction du jour où elles rentrent à la maison, on passe assez tôt, dans le sens où elles rentrent à la maison alors qu'elles n'ont pas encore leur montée de lait, par exemple, ou alors qu'elles sont encore assez douloureuses. Et donc, le tout, c'est vraiment de les rassurer. J'essaye, moi, en tout cas, de les voir avant la naissance, pour justement donner énormément d'informations pour qu'il y ait un bon départ en fait. Et comme ça, ces patientes-là, une fois qu'elles rentrent à la maison, je trouve qu'elles sont beaucoup mieux. Oui, comme parce ça, que elles c'est te pas connaissent, l'inconnu. quoi. Oui, c'est pas tout à fait l'inconnu. Et même si elles ont l'impression qu'elles oublient tout ce qu'on se dit avant d'accoucher, en fait, quand elles vivent cet instant-là, elles se disent « Ah oui, ça arrive parce que c'est comme ça et parce que tout se passe bien. » Et du coup, c'est beaucoup plus rassurant. Et donc, on passe généralement à partir du retour au domicile, près des parents, pour les soins, s'il y en a besoin pour la maman, pour peser le bébé, pour faire le test de dépistage néonatal, donc le test de Guthrie, qu'on peut faire seulement à partir du 48 heures de vie du bébé, mais il y en a beaucoup qui sortent avant ça. Et donc maintenant, il est beaucoup réalisé à la maison. Et les soins pour le nouveau-né, s'il y en a besoin, les suivis d'allaitement ou suivis d'alimentation, si la maman n'a pas choisi d'allaiter. Tu vois vraiment une différence entre les patients que tu as vus avant l'accouchement et après? Oui, tout à fait. Parce que je trouve que, par exemple, il y a ce truc du bébé qui réclame, chez les mamans qui choisissent, par exemple, d'allaiter, du bébé qui réclame tout le temps le sein. Si la maman se dit, il réclame tout le temps
c'est parce qu'il n'a pas assez et du coup, je vais arrêter ou je vais lui donner un complément de lait artificiel et du coup, ça met à mal l'allaitement. Tandis qu'une maman que j'ai vue avant et que je lui expliquais que si son bébé, il est capable de réclamer tout le temps le sein, c'est que chaque tétée qu'elle lui donne, elle lui donne l'énergie suffisante pour réclamer la fois suivante et qu'en fait, du coup, ça veut dire que ça fonctionne très bien. Ben, c'est beaucoup plus encourageant pour la maman de passer à travers ça et de continuer. Et par rapport à comment se passe l'accouchement aussi, tu vois une différence? Oui, généralement pour celles qui ont besoin d'infos par rapport à la naissance et tout ça, parce que je trouve que les mamans sont plus en confiance avec leur bébé et avec leur corps aussi si elles comprennent pourquoi les choses arrivent. Et donc c'est moins l'inconnu et ça se passe beaucoup mieux. Ça, Parce qu'en fait, quand je travaillais en pédiatrie, j'étais assez étonnée d'à quel point il y avait des mamans qui arrivaient à l'accouchement et qui ne savaient pas du tout à quoi s'attendre en fait. Oui. C'était impressionnant. Je sais pas si tu as eu cette sensation-là aussi. Après, moi, justement, je ne fais pas de préparation à la naissance parce que j'ai pas encore trouvé comment expliquer aux patientes qu'il n'y a pas besoin de se préparer à la naissance. Et Oui, que en effet, justement, il pour faut ça. lâcher prise et que le corps et le bébé savent faire et que si on arrive à éteindre son cerveau et à vraiment se mettre dans sa bulle, en fait, ça va très, très bien. Et du coup, parfois, c'est pas plus mal, en fait, parce que j'ai l'impression que si les mamans se disent « Ah, il faut que je prenne cette position-là » ou « Il faut que je respire comme ça », elles n'arrivent pas à lâcher. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore trouvé quel type de préparation à la naissance faire, parce que je ne veux pas qu'elles réfléchissent trop. Ok. Ouais, ça doit être naturel, ça doit... Oui. Mhm. Ben oui, vraiment. Parce qu'en fait, quand on lâche prise et qu'on a confiance et qu'on se dit, en fait, mon corps a fait le bébé qui peut passer par mon bassin et tout va bien se passer, et ben en fait, ça roule. Tu sais, quand j'étais en stage en gynéco, il y avait un gynéco qui disait mais comment est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise? Ouais. Alors il disait mais mettez-vous mais dans ça, cette c'est posture-là. génial, hein. Ça, Alors que c'est rare d'avoir des gynécos qui veulent Ah mais ça, c'est ne pas être en position gynécologique quoi. Oui, tout à fait. Ouais, c'était un gynéco super. C'est comme les mamans qui ne se posent aucune question sur l'allaitement et qui, dès que le bébé bouge un cil, eh ben, elles mettent au sein, eh ben, ça roule. Et maintenant, on a tellement formaté les mamans. Enfin, on se dit qu'un bébé qui est sage, c'est un bébé qui dort. Or, pas spécialement, oui, voilà, un bébé qui dort trop, c'est pas normal. Et on le voit maintenant, les bébés doivent limite s'endormir tout seuls, savoir s'apaiser tout seuls. Et en fait, pas du tout, quoi. Les materner à fond, c'est ce qui marche le mieux. Surtout si elles veulent allaiter. Et donc, Quel conseil tu pourrais donner aux parents du coup qui se tracassent pour leur bébé? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il n'est pas malade? Oui. Enfin, ou justement ceux qui dorment trop, ou comment savoir combien de temps il doit dormir? Enfin, plein de Oui. petits... Mais ça, donc, c'est vraiment, quand je les vois, fin de grossesse, j'essaye vers 36 semaines parce que trop tôt, les mamans oublient tout et trop tard, elles risquent d'accoucher avant qu'elles aient eu cette information-là. Et donc, j'essaye de donner plus ou moins certains guides par rapport à un bébé qui va bien et qui ne va pas bien. Genre un bébé, les quelques premiers jours, c'est tout à fait normal qu'un bébé réclame tout le temps le sein. Par exemple, parce que in utero, fin de grossesse, il avale jusqu'à 500 ml de liquide par jour et il se retrouve face à quelques gouttes de colostrum. Et donc, il y a une frustration qui est engendrée là parce que le bébé, il veut retrouver toutes les sensations qu'il avait in utero. Donc, il veut être bercé, regroupé, au chaud, avec du bruit en permanence et il veut retrouver ces grosses gorgées-là. Donc, il va demander tout le temps le sein. Pour que la montée de lait arrive, une fois que la montée de lait est arrivée, ben là, il sait qu'il a obtenu ce qu'il voulait et il va pouvoir manger, dormir. Un bébé qui, quelques heures après sa naissance, il a le droit de récupérer de sa naissance et dormir. Mais un bébé qui dort 4, 5, 6, 7 heures après la naissance, c'est pas normal du tout. C'est un bébé qui s'économise. Soit il est né avant terme, soit il a trop froid et donc il est en train de brûler des calories pour essayer de se réchauffer, il ne saurait pas boire. Soit la naissance a été éprouvante, soit les tétés ne sont pas efficaces. Donc tout ça, c'est des signes. Quand on dit les trucs des grands-mères qui d'ordine, un bébé ne se laisse pas mourir de faim, tout ça, c'est vrai chez un bébé à terme qui n'a pas froid, qui a une naissance correcte, mais pas chez tous les bébés, quoi. Oui. Et un bébé qui pleure beaucoup, ça pourrait être dû à quoi? Je ne sais pas. À plein de choses. Ouais. Soit il n'obtient pas suffisamment de lait, soit il a simplement besoin d'avoir ses parents tout près, soit il a peur de quelque chose. Les bébés débarquent dans un monde totalement inconnu, où personne ne parle sa langue, et donc ils ont énormément besoin d'être rassurés, quoi. Ou bien certaines tensions aussi, qui sont dues à la grossesse ou à la naissance. Et pour un parent, à partir de quand il doit s'inquiéter ou il doit... Un bébé qui voit soit qui ne réclame jamais, et donc il dort tout le temps, soit un bébé qui n'est jamais satisfait, qu'on n'arrive pas à calmer, ça c'est pas normal. Les bébés sont pas censés pleurer. Un bébé qui pleure,
et qu'on n'arrive pas à satisfaire avec le sein ou avec le biberon, quoi que ce soit, il y a quelque chose. Et souvent, les mères disent, une maman qui me dit, il y a quelque chose avec mon bébé, c'est qu'il y a quelque chose. Ah oui, ça, oui, d'office. Faut pas dire, mais non, c'est normal, un bébé, ça pleure. Il y a toujours quelque chose. Il faut toujours écouter les parents. Vraiment. Oui. C'est vrai, hein. Oui. Il y a des L'instinct parents qui doivent se maternel. battre pour être entendus. Hein. Ils le ressentent. Hein. Oui. Et les mères, elles ne s'amusent pas à aller consulter les médecins tout le temps pour dire il y a quelque chose avec mon bébé, pour leur entendre dire mais non madame, tout va bien, vous voyez bien, il va bien. Si elle vient, si elle consulte, c'est qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien à faire. Tu saurais donner un peu les conseils de base pour éviter, prévenir la mort subite du nouveau-né? Moi, en tout cas, je conseille de pratiquer le cododo parce que... En fait, il y a beaucoup de médecins qui disent surtout pas de cododo, il y a des bébés qui sont morts en cododo. C'est plus facile pour eux de dire ça que de dire comment le réaliser de façon sécuritaire. Et ça, je trouve ça super dommage, parce que le cododo réalisé de façon sécuritaire, ça diminue le risque de mort subite du nourrisson. Oui. Mais il faut absolument que ce soit pratiqué correctement. Donc sur un matelas ferme, pas plus normalement 18 degrés dans la chambre, pas de parents fumeurs, pas des parents qui n'ont pas bu d'alcool ou qui ne prennent pas de médicaments, en tout cas qui peuvent vraiment les endormir profondément, pas d'oreiller tout près de la tête du bébé, pas de couette qui risque de revenir sur le bébé. Et alors, si le bébé est du côté de la maman, il faut sécuriser le bord du lit, mais là, il n'y a pas de problème. Une maman qui allait, elle a vraiment un sommeil, directement en sommeil profond, mais avec tout le temps des périodes de micro-éveil comme ça pour veiller sur son bébé, donc elle ne serait pas roulée dessus. Par contre, le papa qui n'est pas, lui, bourré d'hormones, risquerait de rouler dessus. Donc, si le bébé est du côté du papa, il faut vraiment mettre un coussin d'allaitement entre le bébé et le papa pour qu'il puisse buter contre quelque chose et ne pas rouler dessus, quoi. Mais ça, c'est prouvé que justement, un bébé en cododo, près de sa mère, va tout le temps avoir un sommeil beaucoup moins profond. Parce qu'il va a tendance à avoir beaucoup plus de tétées nocturnes qui sont très nutritives et très importantes. Et du coup, va dormir beaucoup moins profondément et moins longtemps. C'est marrant, la spécialiste de l'allaitement a dit la même chose que toi. Je pense que les seules choses qu'on n'a pas dit ni à ce podcast-ci, ni au podcast avant, parce que je l'ai écouté hier, c'était le fait de l'importance de dormir sur le dos. Parce que sur le ventre, ils dorment mieux. Mais parfois, ils ne se réveillent pas. Tout à fait. Le sommeil est beaucoup plus profond sur le ventre. Le problème, c'est que, voilà, il risque de faire une grosse apnée profonde et ne plus jamais se réveiller. Oui, tout à fait. Sauf en kangourou. Oui, c'est ça. Donc, s'il est sur un parent, le mouvement vraiment du thorax du parent stimule le bébé et le fait d'expirer sur son petit crâne, ça stimule sur le bébé. En kangourou, c'est quoi pour les gens qui savent? C'est comme du pot à pot, mais tout habillé. Ok. Et ça, moi, parce on diabolise la position sur le ventre et on entend des voisines, des grands-mères, des tantes, que c'est une mode, la position de les faire dormir sur le dos. Oui, mais avant, c'était sur le ventre, puis après, ça a été sur le côté. Maintenant, c'est sur le dos, c'est une mode. Non, pas du tout. Donc, c'est vraiment prouvé scientifiquement que le sommeil le plus sécuritaire, c'est le sommeil sur le dos. Parce que sur le ventre, le sommeil est beaucoup plus profond. Et donc là, à cause de l'immaturité cérébrale, il risquerait justement d'arrêter de respirer. Mais ce qu'il y a, c'est que je dis que sur la journée, en ayant un œil sur le bébé, ce n'est pas une position qui est interdite. Parce qu'on le voit, parce qu'on surveille sa couleur, et donc ça, il n'y a pas de problème. C'est une position qui est très bonne, et les bébés en néonat qui sont appareillés, ils sont sur le ventre. La digestion est meilleure, le sommeil est meilleur, il n'y a pas de problème. Mais la nuit, tout le monde dort. On ne peut pas rester, on peut pas laisser le bébé sur le ventre. J'ai une question. Et sur le dos, il ne risque pas d'avoir un petit méplat ou quoi à son crâne? S'il n'y a pas de tension au niveau de sa nuque et que c'est un bébé qui bouge correctement, non. Oui, parce qu'il va bouger spontanément sa tête. C'est peut-être une croyance, du coup, si on les met sur le dos, qu'il va avoir une tête plate ou quoi. Les têtes plates, c'est vraiment des tensions au niveau de la nuque. Ou alors les nouveaux appareillages qu'on fait maintenant, les espèces de cœurs là, qu'on leur met, qui leur bloquent la tête comme ça. Là, oui, hein, c'est vraiment... J'avais une prof de néonat qui me disait t'as déjà vu quelqu'un avec la terre plate dans la rue? Bah oui, moi oui. Oui. Parce que ça se remet. Que ça ne marche pas. Mais généralement, tu vois, il y a plein de bébés qui ont la tête plate quand tu les vois. En fait, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et c'est pas pour autant que la plupart des gens que tu trouves dans la rue ont la tête plate. Oui, après, il y a des exceptions. Oui, il y a vraiment des cheveux aussi qui vont recouvrir. Mais une chose qui marche très bien, c'est de les stimuler. En fait, si tu les as souvent dans les bras, ils vont... Oui, et le portage. Oui, c'est ça. Le fait de les avoir en portage. Et alors, le kangourou, ça permet justement au bébé de se mettre, même éveillé, de se mettre sur le ventre, de lever sa tête, de tourner à droite, à gauche. Tandis que des bébés qui sont tout le temps maintenus comme ça sur le dos, dans les transats, dans les parcs, dans les relax et tout ça, eh ben, ces bébés-là, oui, ils risquent d'avoir une tête plate. Et le fait d'allaiter, ou alors je dis aux mamans qui n'allaitent pas, qu'à ce moment-là, quand elles donnent le biberon, elles doivent changer de côté.
Le problème au biberon, on a tendance à toujours donner de la main dominante, tandis qu'au sein, on change systématiquement de sein, donc s'il n'y a pas de problème. Mais donc, il faut toujours rappeler aux mamans qui donnent le biberon qu'il faut changer de côté, pour ne pas que le bébé soit tout le temps du même côté. Oui, oui. Une tête plate, c'est vraiment signe de tension au niveau des cervicales et tout ça. Comment gérer le stress un peu du premier enfant? Ben moi, je ne sais pas si c'est un tort ou un bien, j'en sais rien, mais je trouve que informer en tout cas les parents sur pourquoi les choses arrivent, c'est déjà très bien. Et puis rester disponible, c'est vraiment... j'aime pas d'arriver et qu'en fait chez une patiente et que les parents aient une liste énorme de questions parce que ça fait une semaine en fait qu'ils ont plein de questions et qu'il leur arrive des trucs et tout ça, ils me disent on a noté et tout. Je leur dis toujours mais si vous avez une question, envoyez-moi un message ou quoi que ce soit, mais là, comme ça on répond à la question, hop, ils repartent et ils sont rassurés et c'est bon quoi. Mais je trouve que c'est tellement... Et c'est pour ça que l'accompagnement postpartum, c'est important parce que c'est un bouleversement de dingue. Ça a beau être le truc, avoir un bébé et on est hyper heureux, mais ça met à rude épreuve, quoi. Hein, c'est vraiment difficile. Et donc, surtout la première année, je trouve que c'est très, très important d'être disponible à chaque étape parce que parfois, les gens disent « j'ai une bête question », mais je dis « mais il n'y a pas de bête question, en fait ». Et ils posent leurs questions, vous répondez, ils sont repartis. Moi, j'ai une bête question qui me pose tout le temps. Quand est-ce qu'il faut couper les ongles pour la première fois? Généralement... Tout le temps. Généralement, on dit aux parents qu'il ne faut pas couper avant 1 mois. Mais je pense, en tout cas personnellement, qu'on dit ça parce que tant que les parents ne sont pas hyper à l'aise pour ne pas couper un morceau de doigt. Et donc moi, dès que je vois que... Parce que souvent les parents, ils ont tendance à mettre des moufles. Mes bébés, ils adorent toucher leur visage. Et donc c'est triste de leur empêcher de faire ça parce qu'ils se griffent. Les bébés, ils touchent tout le temps leur visage in utero, donc ils continuent à le faire une fois qu'ils sont sortis. Et du coup, moi, je conseille, dès que les parents sont à l'aise et que le bébé, il a bien bu, qu'il est tout relax et tout zen, à ce moment-là, on coupe, quoi. Ouais. On peut limer, hein, mais couper. J'avais une vieille sage-femme quand j'étais en pédia qui disait aux parents, vous pensez qu'ils faisaient comment dans le ventre pour ne pas se gratter? Ouais, je pense que c'était plus mou, un peu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et des conseils pour éviter les troubles, justement, dépression, baby blues, qui peuvent survenir? Je pense justement le fait d'accompagner, soutenir, informer avant, pour qu'ils soient ils soient vraiment bien droits dans leurs bottes au moment d'arriver à l'accouchement, pour qu'ils puissent vivre aussi l'accouchement dont ils ont envie, parce que ça aide, et dont ils ont rêvé. Ils ont le droit de rêver d'un accouchement et d'essayer qu'on leur apporte en tout cas cet accouchement-là. Parce que si la naissance est bien passée, la grossesse est bien passée, la naissance est bien passée et qu'ils sont bien soutenus après, il y a beaucoup moins tendance justement d'avoir des soucis psy après. Un baby blues... je pense que toutes les mamans pensent à des degrés différents, mais passent par là, où vraiment on a la chute d'hormones. C'est quand même, en 9 mois, on a la dose d'hormones qu'on aurait sur toute une vie si on n'avait pas été enceinte. Donc la chute, elle est quand même violente, hein, c'est assez difficile. Et donc on pleure devant son assiette, on pleure en voiture, on pleure en les regardant en se disant oh, « c'est moi qui l'ai fait », enfin, c'est quand même un truc de dingue. Mais du coup, le baby blues, ça passe en plus ou moins 2 semaines maximum. C'est assez bref, mais les 2 semaines paraissent immenses. Hein, mais tandis que la dépression du postpartum, c'est vraiment quelque chose. Une maman qui se sent... Il y a des gros troubles du sommeil, qui ne se sent pas capable de s'occuper de son bébé, ou quand elle s'en occupe, elle a tout le temps l'impression qu'elle fait mal, que les autres font mieux. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus long et c'est une prise en charge qui doit être suivie par un niveau psychologique et parfois avec des antidépresseurs qui sont tout à fait compatibles avec l'allaitement si la maman allaite. Mais je pense qu'en accompagnant correctement et en les laissant... Si les parents ne se sentent pas seuls, je pense que ça passe beaucoup mieux et qu'il y a beaucoup moins de troubles comme ça. Parce que clairement, on accompagne énormément pendant la grossesse et puis après, les parents ils se sentent seuls au monde. Hein. Il y a plus... Pendant la grossesse, ils sont vus tous les mois. Tout le monde fait attention à la maman. On pose des questions au papa si tant est que les pros soient corrects. On parle aussi au papa, on demande si ça va. Une fois que le bébé est né, voilà, vous avez votre bébé, maintenant débrouillez-vous, quoi. Et c'est dur, hein, de ne plus avoir... Comme la mère, quoi, sur qui toute l'attention est portée pendant la grossesse. Et une fois que le bébé est dehors, on demande tout le temps comment le bébé va, mais la mère, plus. Ou comment est-ce que... J'aime bien aussi demander au papa comment ça a été la naissance. Parce qu'on ne leur demande pas. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on ne leur demande jamais. Non. Alors parfois, les papas, ils rigolent et ils me disent c'est pas moi qui ai accouché. Oui, d'accord, mais comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment est-ce que ça a été, quoi? C'est vrai qu'il y a des papas qui peuvent être traumatisés. Hein. Oui, vraiment. Ouais. Qui ne s'attendaient pas à ça, ou... Oui.
Ça, c'est clair. Oui, parce qu'il y en a qui ne sont même pas prévenus, qui vont passer peut-être 2 jours à dormir moins, Oui, à quasi pas dormir. Oui, ou des changements dans la tête de leur femme, hein, parce que elle leur en veut pour tout et n'importe quoi. Elles veulent qu'ils soient là, mais quand ils sont là, ça va pas. C'est très... Oui, il y en a qui ne sont même pas prêts au fait que pendant l'accouchement, elle leur crie dessus. Ah oui, hein. Oui, c'est clair. Et tu parlais du coup des hormones qui changent énormément. Et donc, la maman, elle a souvent une grosse fatigue qui va suivre l'accouchement parce que c'est un effort assez hard. Oui, tout à fait. Puis il y aura le sommeil qui va être perturbé. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour booster l'énergie, pour... Tout ce qu'elles peuvent déléguer, il faut lâcher prise. C'est-à-dire que le ménage, les courses, la cuisine, tout ça, tout ce que le papa ou n'importe qui peut faire ou la coparente peut faire, il faut lâcher prise là-dessus, même si c'est très difficile, parce qu'on a l'impression qu'une fois que le bébé est dehors, on a le droit de reprendre notre vie comme si de rien ne s'était passé, hein. Mais vraiment, il faut s'économiser sur ces choses-là. Si on peut lâcher du lest sur ça, il faut absolument oser demander de l'aide, en fait, parce que c'est vraiment important. Et alors, on dit dormir dès que le bébé dort, c'est un truc... Oui, ça c'est clair, mais il faut vraiment savoir se dire, au lieu de se dire je vais endormir mon bébé et puis je vais me poser, eh ben, il faut vraiment aller dormir avec bébé. En cododo, justement, en pratiquant de façon sécuritaire, mais parce que si la mère se dit je vais d'abord l'endormir et puis je le pose, eh ben, une fois qu'elle l'aura posé, elle va dire ah, il y a une manne de linge à plier là, et puis il faudrait que je fasse ça, et puis il y a ça aussi à faire, et là c'est fini. Et en fait, c'est vraiment les siestes de la journée qui permettent de tenir le coup et d'avoir un peu plus de patience la nuit, parce qu'on n'est pas fait pour vivre la nuit, et on a 100 fois moins de patience la nuit, donc tout est plus difficile. Et donc, c'est vraiment, il faut essayer d'accumuler quelques heures sur la journée, oser dire aussi aux visites, je suis crevée, fatiguée, je voudrais dormir, quoi. Ça, c'est vraiment... Ou oser demander si les mamans de la famille ou une amie n'importe quoi, est-ce que tu peux repartir avec une manne de linge? Ou est-ce que je fais une liste et tu vas chercher les courses? Mais c'est malheureux que les gens ne pensent pas à ça spontanément, mais c'est une aide énorme, quoi. Et c'est comme les visites. Les visites, ils viennent à la maison et tout le monde est super excité de voir le bébé, ils sont super contents. Et donc, ils restent. Et pendant ce temps-là, la mère, elle est crevée, fatiguée, elle n'en peut plus. Mais comme on est poli, on ne va pas le dire. Et du coup, oui. Je dis toujours, si les visites pouvaient venir 20 minutes, amener le souper et repartir avec une manne, ce serait génial, quoi. Ça, c'est vraiment... Je vais te poser une question qui va me poser un problème. En fait, j'ai 2 amis qui ont eu un enfant et qui n'a pas fait ses nuits au début, comme tout enfant, parce que les enfants ne font pas ses nuits au tout début. Ils font leur nuit. Oui, c'est ça, ils font leur nuit et pas c'est les ça nôtres. le problème. Et après 5 jours, les parents ont décidé que l'enfant devait faire ses nuits, donc ils lui ont fait faire chambre à part à son 5e jour de vie. Ouf. Et du coup, quand il pleurait, il le laissait pleurer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve que c'est très, très dur pour le bébé parce que, en tout cas, moi, je suis d'une génération où, par exemple, on disait on t'a mis dans ta chambre pendant 3 jours, t'as beaucoup pleuré et puis après, t'as dormi. Mais c'est là où je voulais en arriver. Mais parce que on disait à ce moment-là à nos parents que c'était la meilleure des choses à faire et donc, eux, comme ils voulaient faire le mieux, ils ont fait ça. Sauf que maintenant, on en sait plus sur le cerveau des bébés et on ne peut plus faire ça. Parce qu'un bébé qui pleure et que personne ne vient, donc on ne répond pas à ses appels, c'est une dépense d'énergie énorme et les bébés sont très intelligents. Et à force d'appeler et de voir que personne ne vient, ils s'économisent. Et du coup, qu'est-ce que cet enfant-là comprend? Que s'il appelle, personne ne vient. C'est horrible. Et du coup, un bébé comme ça, donc il débarque dans un monde totalement nouveau, où personne ne parle sa langue et où les seules choses connues, c'est la voix du papa, parce que in utero, les voix parviennent très bien. La voix du papa, le rythme cardiaque de sa mère, les mouvements respiratoires de la maman, la chaleur, le fait d'être regroupé, d'être lové, de ne jamais être tout seul. Il n'a jamais été tout seul de sa vie. Et d'ailleurs, il ne sait même pas que c'est un être à part entière jusqu'aux 9 mois, où il y a l'angoisse de séparation, enfin mieux 9 mois. Et donc, la seule chose que ces enfants-là veulent retrouver, les bébés, c'est vraiment toutes les sensations in utero. Donc, le laisser tout seul dans un lit qui ne bouge pas, où personne ne parle, où il n'y a aucun bruit, il appelle, il veut juste vérifier qu'il n'est pas en danger et que ses parents sont là. Et donc, je trouve ça terrible. Et donc, j'explique toujours aux parents que oui, bien sûr, c'est possible de poser un enfant tout le temps dans son parc et il va en effet pleurer au début et rouspéter et ça ne va pas aller. Et puis, après, il arrêtera. Et ce sera un enfant qu'on saura poser, il n'y aura aucun problème. Mais il y a aussi moyen de rassurer énormément les enfants en les portant, en les prenant dès qu'ils en ont besoin, en les gardant bien lovés, en faisant vraiment beaucoup de maternage. Et ces enfants-là, vu qu'ils auront découvert le monde en étant tout à fait sécurisés, ils vont se lancer.
Et ce sera aussi des enfants qu'on pourra poser tout ça. Et donc, il faut choisir entre les deux façons de faire, quoi. Oui. Est-ce qu'on veut un enfant qui se sent bien sécurisé, qui sait que s'il a besoin, ses parents seront là et du coup, il est droit dans ses bottes? Ou est-ce que c'est un enfant qui va peut-être garder tout pour lui et ne pas parler et ne pas dire quand ça ira mal? Après, heureusement, je pense que grâce justement au fait d'avoir des parents qui sont à l'écoute et tout ça, on s'est rattrapé ça. C'est vraiment parce que c'est pas forcément parce qu'on laisse pleurer un enfant dans son lit ou dans sa chambre qu'il va avoir des troubles psy, mais je trouve que c'est triste. C'est triste parce que les générations d'avant disent que les bébés, c'est des espèces de petits manipulateurs nés. Il ne faut pas les prendre trop vite, trop tôt, il faut les laisser pleurer un peu. Mais ils veulent juste être rassurés, en fait. Hein. Et s'ils voient que quand ils ont besoin, le parent est là, eh ben, ça va tout seul. Hein. Et qu'est-ce que c'est quelques mois pour toute une vie, quoi. En effet, sur le moment, clairement, c'est pompant. On a envie de savoir les poser. On a envie de pouvoir être tout seul ou de manger avec ses deux mains. Ça, clairement. Mais ça passe, tout passe. Mais c'est pas pour ça que les parents n'ont pas le droit de dire « purée, c'est super dur ». Clairement, c'est dur et c'est fatigant. Mais c'est pour un bien et tout finit par passer et on arrive à les poser. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Oui, voilà. Et justement, quand ils commencent à aller à la crèche, par exemple, le passage avec la maman et puis passer des journées à la crèche, comment tu parles de ça avec la maman? Mais moi, je conseille, parce qu'il y a des mamans qui me disent faudrait peut-être que je parte pendant 1 heure ou que je parte pendant 2 heures et que je le prépare à mon absence, en fait. Et moi, je conseille justement de ne pas faire ça. Parce que je trouve que, déjà, les congés maternité sont super courts et elles se pourrissent leur congé maternité et essayer de préparer leur enfant à leur absence, alors qu'en fait, elles devraient justement profiter de tout le temps qu'elles ont avec lui. Et en fait, les bébés, ils ont des capacités d'adaptation qu'on n'imagine même pas. Et si maman est là, c'est comme ça. Mais si maman n'est pas là, les bébés s'adaptent. Et donc, ils trouvent d'autres moyens de se rassurer et d'autres moyens de s'endormir. Et en fait, ça va très bien. Si tant est que la personne qui les garde soit compétente. Mais... Et d'où aussi le fait d'informer correctement les puéricultrices et tout ça. Lors de l'accouchement, il y a parfois une déchirure, une lésion, une épisiotomie, c'est comme ça que qui engendre une cicatrice. Oui. Quel conseil comment traiter la cicatrice ou... Oui. Ce qu'il y a, c'est que souvent, les gynécos, je vais peut-être m'attirer des foudres, mes conseils de continuer à prendre des douches avec de l'isobétadine, gynéco et tout ça. Et moi, je trouve ça hyper agressif. Ça décape la flore vaginale. Et donc après, les mamans, elles ont souvent des mycoses vaginales, etc. Et donc, c'est sans fin. Et ce qu'il y a, c'est que simplement une bonne hygiène, douche matin et soir, changer régulièrement les bandes. Et alors, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub, mais la pharmacie d'Elven à Namur, elle fait une préparation à base d'huile essentielle. Ils appellent ça le mélange épisio, mais ça peut donc se mettre sur les déchirures ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment c'est apaisant, cicatrisant, antiseptique. Et ce truc-là, je trouve que ça soulage énormément les mamans. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et après, elles peuvent l'utiliser pour le bébé quand ils se font des bosses, quand ils commencent à marcher, ramper, qu'ils se cognent un peu partout. Ça peut être utilisé sur le bébé. Oui. Et pour les premiers rapports? Parce que j'ai souvent des mamans qui me disent quand est-ce que je peux recommencer, comment... On conseille généralement... En fait, ce qu'il y a, c'est que pour que la plaie placentaire, donc là où était accroché le placenta dans l'utérus, il faut généralement 4 à 6 semaines pour que ce soit entièrement cicatrisé et qu'il n'y ait pas de risque d'endométrite, donc d'infection de l'utérus, avec un germe qui remonte dans l'utérus. Donc, on conseille pendant les 4 à 6 premières semaines, pas de tampon, pas de rapport, pas de piscine, pas de bain. Après, il y a des mamans qui trouvent ça très long, il y a des mamans qui sont tout à fait d'accord avec ça. Donc, je conseille aux femmes de s'écouter, mais les règles de base, c'est 4 à 6 semaines. Ouais. Ah oui, pas de bain pendant 6 semaines. Oui, douche. Parce qu'on ne veut vraiment pas qu'il y ait un microbe qui remonte au niveau du col qui n'est pas fermé et de la plaie qui n'est pas cicatrisée. Oui. Tu sais que pendant ma 2e garde en pédiatrie, on m'avait appelé pour un accouchement qui ne se passait pas très bien et du coup, je suis descendue en maternité. Et alors, les sages-femmes m'avaient dit que cette nuit-là, il y avait une maman qui avait ils avaient couché ensemble le jour de l'accouchement. Ah, mais ça, c'est souvent recommandé. Le jour même? Oui. Non, mais le jour... Enfin, après l'accouchement. Ah, après? Parce qu'avant, pour déclencher le travail, déclencher le travail, c'est souvent recommandé parce que dans le sperme, il y a des prostaglandines et ça mature le col. C'est vrai? Ah oui, parce qu'on dit que les derniers mois de grossesse, ils doivent mettre une capote pour éviter d'avoir encore. Parce que ça, faudrait vraiment... si le travail n'est pas prêt de se mettre en place, de démarrer, c'est pas ça qui va... Mais fin de grossesse, oui, clairement, ça mature le col. On démarre avec des cols moins longs et tout ça, oui.
Mais le jour même. Parce qu'en plus, j'étais arrivé, alors moi c'était mon deuxième, ça faisait 4 jours que je suis en pédiatre, donc je venais d'arriver à l'hôpital, j'étais assistant, mais ça faisait très peu. Ils me disent, tu voudrais pas aller parler avec les parents et leur dire, à un moment, il faut se calmer, parce qu'il y a quand même un deuxième couple à côté. Et j'étais là, en mode, ouais, bon, ok, j'étais leur dire, en fait, on s'est rendu compte, machin. J'avais l'air con. Ah ben oui, à fond. Hein. Mais bon. Je pense qu'on est fait le tour. On a fait le tour. Hein. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour tous ces parents en post-grossesse? Ben, savoir que donc ils ont tous droit à une sage-femme, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, et de se faire suivre et accompagner correctement. Et c'est hyper important, je trouve, d'avoir une personne de confiance et d'oser poser les questions. Et oui. Et c'est gratuit, c'est aidé par les mutuelles, la sage-femme? Par l'INAMI. Donc, on peut étaler sur la première année de l'enfant un certain nombre de séances à partir du jour 0, et donc jusqu'à ce qu'il ait 1 an, où on peut vraiment étaler. Et après ça, ben, en fonction du remboursement des parents et des mutuelles et des assurances qu'ils ont, etc., on peut continuer. Ça, il n'y a pas... Et c'est réparti vraiment en fonction de la demande des parents. C'est très, très suivi au début. On suit pendant les premiers jours. Et puis après, généralement, on espace à 1 fois par semaine. Et puis, il y a des parents qui ont besoin d'être suivis pendant des mois et d'autres qui sont lancés après 1 mois et qui n'ont plus besoin. C'est vraiment... oui. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a appris quand même pas mal de choses. Ouais, hein, merci beaucoup. Ouais, mais j'aime bien, en fait, on a commencé un bloc pré-postpartum. Donc, il y aura toi, il y aura une spécialiste de l'allaitement qui est déjà sortie normalement il y a 2 semaines. Et il y a aussi, c'est quoi Ah oui, on va faire de la kiné. Ah oui, celle que je conseille pour la rééducation. Ah, mais voilà, trop bien. Et en plus, on va peut-être faire aussi une partie un peu plus pratique. On va faire des exercices en post, avec des exercices avec hypopressifs. C'est ça. J'arrive jamais à le dire. Mais voilà, merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'oubliez pas qu'on est sur Facebook, Spotify, TikTok, Instagram. Donc abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, mais il y a très peu de personnes qui s'abonnent. Et profitez pour poser vos questions, parce qu'on va essayer de répondre entre tous. Merci. Merci. Merci à vous. T'as bien aimé? Oui, très bien. Ouais, c'était bien. C'est chouette, hein? On a appris plein de trucs. Ouais, franchement. C'est bien parce que